Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Je vous laisse goûter et apprécier le paysage, s'il vous plaît. La chaîne des Aravis, juste derrière moi. Nous sommes à la Clusaz aujourd'hui et c'est à l'intérieur de ce chalet, le chalet Séraphine, que je vous donnerai rendez-vous d'ici quelques instants. Maintenant de là-bas, quelques invités. Jean-Philippe Lacoste, il est le directeur du centre UCPA de Chamonix. Marc Béchet en charge du tourisme auprès de la région Rhône-Alpes. Et Patrice Yarret qui nous présentera le travail d'une jeune créatrice de la région. Vous connaissez ces bijoux, Rita Ezia. On en parle tout de suite, c'est 2 heures de marche sur Montagne TV. Jean-Philippe Lacoste, je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes le directeur du centre UCPA de Chamonix. Oui. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait 8 ans maintenant. 8 ans. Ouais. Vous avez vu, on n'est pas trop mal installé. Ouais. C'est à l'intérieur d'un chalet qui s'appelle Séraphine. Nous sommes à la Clusaz et si le décor vous plaît, il ne tient qu'à vous de louer ce chalet puisqu'en l'occurrence, vous pouvez le louer durant la période hivernale et même estivale, me semble-t-il. Il y a un site internet entièrement dédié à cela. Allez y faire un petit tour si vous le souhaitez. Donc on parlait du centre UCPA. L'UCPA, c'est né en quoi? 1965? Alors 1965, sous le général de Gaulle. Oui. À l'époque, son ministre des Sports s'appelait Maurice Herzog. Oui. Tous les montagnards ont entendu parler de Maurice Forcément. Herzog et de l'Annapurna. Et on lui a demandé de regrouper 2 grosses associations. Une qui concernait la montagne, qui s'appelait l'Union nationale des centres de montagne, l'UNCM, qui a accueilli de grands guides alpinistes comme Terré, Lachenal, etc. Voilà. Qui était le gros noyau de l'UCPA à l'origine, et ainsi qu'une association de voile qui est venue greffer pour fonder l'UCPA. Pour fonder l'UCPA. Ça veut dire Union nationale des centres sportifs de plein air, c'est Ouais. ça? D'accord. Et c'est exclusivement en France? Alors, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on a une branche internationale. On a quelques centres. Alors, ce sont souvent des allotements dans des hôtels ou des hôtels qui sont en location par l'UCPA, notamment en Turquie, au Maroc. Et puis, on a beaucoup, surtout, d'itinérance pédestres ou même en voile à l'étranger. Qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui la particularité de l'UCPA? Est-ce que c'est la formule d'hébergement? Est-ce que c'est la durée des séjours proposés? Est-ce que c'est l'âge? Je ne sais pas. C'est le concept. C'est le concept. Ouais. Alors parlez-moi de ce concept. C'est-à-dire le concept, c'est une pratique sportive, pas du tout axée sur la compétition, mais plutôt sur la convivialité, l'échange, le partage. Et puis surtout, c'est sous forme de stage d'une semaine. Et ça permet aux gens de se rencontrer. On est un hébergement collectif dont les gens arrivent très vite à se connaître et à faire connaissance. Quand on parle de l'UCPA, on ne va pas y chercher une formule d'hébergement grand luxe, ce n'est pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de se retrouver tous ensemble. Ouais. Je ne vais pas dire forcément dans les dortoirs, même si c'est effectivement peut-être à chaque fois un petit peu le principe. Alors ça, c'était vrai il y a quelques temps. Oui. Mais les mœurs et les habitudes évoluant, on est en train de rénover tous nos centres en propriété de l'UCPA, parce que justement, les standards des dortoirs de 6, de 8, ça ne correspond plus trop à la demande actuelle. Et on transforme tous nos nouveaux centres en chambres de 4 et 2. D'accord, voilà. Très bien. On a parlé longtemps de l'UCPA uniquement réservé aux adultes. Maintenant, même les mineurs peuvent participer à des stages UCPA. Oui, alors ça fait bien une vingtaine d'années maintenant qu'on a ouvert un département junior. On dédie soit des périodes sur des centres ou des centres complets dédiés aux juniors. Alors, vacances scolaires ou hors vacances scolaires, dans le cadre éducatif, on va dire, avec les profs. Et ça arrive actuellement à représenter à peu près la moitié de la fréquentation UCPA. Alors, des centres UCPA, il y en a un peu partout en France pour pratiquer des activités de nature, des activités nautiques, des activités de montagne aussi. Rien que sur les massifs français, il y a combien de centres UCPA aujourd'hui en France? On va dire on a à peu près une vingtaine de centres alpins, répartis un dans les Pyrénées et tous les autres sur la chaîne des Alpes. D'accord. Voilà. Et alors la particularité de celui de Chamonix, c'est quoi? C'est essentiellement axé sur la montagne, voire la haute montagne? Alors Chamonix, en fait dans la vallée de Chamonix, nous avons 2 centres. Il y a le centre de Chamonix au centre-ville, et 7 km au-dessus, il y a le village d'Argentière où nous avons un second centre. Et nous nous partageons un peu, suivant les périodes été-hiver, la partie vraiment alpinisme. Ça veut dire que l'hiver, tout ce qui est raid à ski, ski hors piste, glacière, etc., c'est basé sur le centre d'Argentière. Et tout ce qui est alpinisme, escalade, l'été, donc est basé sur le centre de Chamonix.
C'est essentiellement, encore une fois, des séjours d'une semaine que vous proposez, ou j'ai entendu parler parfois d'un week-end ou parfois de périodes beaucoup plus longues? Alors, sur Chamonix en tout cas, on a des stages de 15 jours qui continuent à être achetés par des gens qui ont envie de vraiment pratiquer la montagne et de faire des courses avec le même guide sur une quinzaine de jours. La grosse majorité de la pratique, c'est sur des stages d'une semaine, mais vu la crise, le contexte, le mode de prise de vacances qui évolue, ça veut dire que les gens prennent peut-être un peu plus des vacances, mais un peu plus courtes. Sur des périodes plus courtes et plus souvent. Voilà, alors on arrive à créer des breaks, des séjours de 4 jours. Et pour les gens arrivent à partir faire des mini-raids en ski ou de l'alpinisme sur 4 jours. On varie un petit peu les plaisirs. Ouais, mais ça reste quand même une niche. Une niche. Voilà, le cœur du fonctionnement UCPA, ça reste le stage semaine. Quand on parle de l'UCPA, on a souvent tendance à considérer que c'est une extension du service public. C'est dû à quoi? Peut-être à des forfaits, à des tarifs que vous pratiquez qui sont tout à fait raisonnables, dirons-nous. On est d'intérêt public. Ça veut dire qu'effectivement, on essaye, dans nos statuts, on prône l'accessibilité. Alors c'est l'accessibilité financière, l'accessibilité technique, l'accessibilité ethnique, on va dire. Et on essaye de mélanger tous les publics. On a beaucoup de produits ou de projets qui essayent de faire sortir les jeunes de la ville, essayer de leur trouver une passion. Et bien sûr, on est soutenu psychologiquement par le gouvernement dans ses actions. Mais pas financièrement aujourd'hui encore, très peu. Pas du tout. Vous êtes totalement indépendant par rapport à tout cela. L'UCPA s'autofinance, ou alors sur des actions particulières, on peut avoir des partenariats avec l'ANCV ou des territoires, quoi. Déclaré d'intérêt public. J'aime beaucoup la formule. En tout cas, c'est une bonne formule. Est-ce que vous faites découvrir forcément des activités sportives à des jeunes qui ne sont pas issus des régions, peut-être, où ils vont passer quelques jours de vacances? Est-ce que vous avez également un suivi en matière de formation pour amener ces jeunes demain à devenir des éducateurs ou des moniteurs ou des professeurs? Oui, alors en fait, on peut diviser l'UCPA en trois grands domaines. Il y a les séjours sportifs, donc les centres comme Chamonix, Argentière, etc. Les loisirs sportifs, alors là, c'est une nouvelle branche qui est apparue il n'y a même pas 10 ans. On gère des centres équestres ou des sites sportifs en périurbain ou au centre des villes même actuellement. Et après, nous avons un troisième UCPA qui est un institut de formation où nous formons les jeunes pour accéder à des diplômes sportifs ou même scéniques. Le dernier diplôme en date, c'est une école de DJ qui est basée sur Lyon. Alors là, ça se fait sur des périodes, j'imagine, un peu plus longues qu'une semaine ou 15 jours. Ah oui, là, c'est un autre fonctionnement, quoi. Et là, dans ce cas, on peut avoir, c'est un centre de formation, il y a des prises en charge, etc. Et on sort avec un diplôme d'État, un brevet? Alors, il y a certains diplômes, comme le diplôme de guide haute montagne, le diplôme de moniteur de ski, qui sont toujours délivrés par l'École nationale de Chamonix. Nous préparons les jeunes à ces diplômes. Il n'y a pas de diplôme de moniteur UCPA. Des fois, j'entends dire, oui, c'est un moniteur UCPA. Il n'y a pas de moniteur UCPA. C'est un moniteur diplômé d'État qui travaille à l'UCPA ou en école de ski, mais il n'y a qu'un diplôme. Par contre, effectivement, nous amenons des jeunes dans le cursus de moniteur, on les prépare, on leur fait faire des semaines à thème, des formations sur un hiver ou 2 hivers, de manière à ce qu'ils aient le maximum de chances d'obtenir leur diplôme final. Alors vous avez dit tout à l'heure que les mentalités avaient évolué, la façon de consommer également les vacances avait évolué. Est-ce que les activités proposées ont également évolué? Est-ce qu'il a fallu justement élargir un petit peu l'éventail des activités? Oui, alors on en parlait tout à l'heure. Sur la partie montagne, l'alpinisme, la randonnée représentaient le gros des activités d'été. Et on s'aperçoit que depuis quelques années, il y a cette notion de zapping qui est apparue. Les gens ont commencé à faire du multisport, ça veut dire qu'au cours de la même semaine, ils venaient faire une via ferrata, un canyon, une opération au canyoning, un peu de parapente. Voilà, un peu de parapente, et c'était du zapping. Et tout ça au détriment des sports à forte valeur ajoutée comme l'alpinisme ou le raid en itinérance. Et donc, on a eu une grosse baisse de ces activités traditionnelles de l'UCPA et au profit du multisport. Or, depuis 2-3 ans, la tendance est en train de s'inverser. Ça veut dire que le multisport est en train de s'effondrer. Et par contre, on sent depuis l'an dernier un petit frémissement, un petit rebond de ces activités traditionnelles. Par exemple, pour l'alpinisme,
je crois qu'on a fait plus 1% de fréquentation l'année prochaine. L'année dernière, pardon. C'est le cas pour Chamonix ou c'est le cas de manière globale sur tous les centres? C'est global. Bon, après, l'alpinisme reste quand même cantonné à la vallée de Chamonix et un peu à la vallée de la Guisane, à Serre-Chevalier. Donc là, c'est facile, ça représente 1900 stagiaires qui pratiquent l'alpinisme. Donc l'an dernier, il y a eu 1% de gain. On parle de l'intérêt aujourd'hui du touriste vers la montagne d'été. Est-ce que aujourd'hui les centres de montagne sont aussi remplis que les centres nautiques? On aimerait. On aimerait. On aimerait. On n'est pas loin? Oh, il y a du travail encore. Il y a un petit frémissement, un peu plus qu'un frémissement. Je pense, enfin, c'est une analyse personnelle, je pense que nos parents ou grands-parents, après les premiers congés payés, avaient 3 choix. C'était la mer, la montagne et la campagne. Et donc le choix était vite fait. Donc un tiers allait à la mer, un tiers à la montagne et un tiers à la campagne. Et donc ces parents ont inculqué à leurs enfants l'envie de marcher en montagne, tout ça. Et je pense que la montagne a été concurrencée par beaucoup d'autres activités, par des produits de consommation courante. Je ne sais pas, maintenant un jeune qui doit choisir entre une tablette de n'importe quelle marque et un stage du CPA, c'est le même prix. Oui. Et c'est clair que voilà, la tablette, le gars, le jeune se dit, je vais l'avoir sur l'année. Sur l'année, alors que le stage, c'est, on va dire, la consommation, elle est immédiate, mais les jeunes ne se rendent pas compte que l'action, l'intérêt de ce stage d'une semaine se poursuit tout au long de l'année. Et peut-être parfois beaucoup plus enrichissant. Beaucoup plus enrichissant. Merci Jean-Philippe d'être venu nous parler du rôle de l'UCPA, rôle majeur aujourd'hui en montagne, comme un petit peu partout en France. Voilà. J'étais ravi de vous rencontrer. On va continuer à parler de tourisme cette fois-ci avec l'un des grands responsables de la région Rhône-Alpes. Nous voici de retour au Chalet Séraphine, toujours à la Clusa, et cette fois-ci en compagnie de Marc Béchet. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour. Et merci de venir nous parler de ce qui va se passer en matière de tourisme dans la région Rhône-Alpes cet été. Plein de bonnes choses. Avec plaisir déjà, merci de cet accueil. Et effectivement, plein de belles choses à vivre cet été en Rhône-Alpes. Ça va être forcément une belle saison. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les attentes des consommateurs en ce qui concerne la montagne l'été ? Alors, on les attend, on les connaît, ces attentes, effectivement, de manière assez précise, parce qu'on est très soucieux de notre fréquentation l'été, qui n'est jamais très évidente. Pour être clair tout de suite, notre meilleur agent de promotion l'été, c'est le soleil. C'est vrai que la météo fait l'essentiel, et on le voit dans les 10 dernières années, les plus belles fréquentations, c'est les années de canicule, 2003, 2009, ça a été de belles fréquentations. Donc on sait déjà qu'on vient en montagne aussi pour le beau temps. Est-ce qu'on a regardé la boule de cristal et sait-on quelle météo nous aurons cet été ? Alors on ne sait pas trop le dire, on espère que, bon an, mal an, on arrive quand même à faire des belles saisons, mais on sait précisément quand même ce que viennent chercher aujourd'hui les vacanciers en montagne. Ouais. Est-ce qu'on connaît les durées en matière de séjour à la montagne ? On en parlait tout à l'heure avec Jean-Philippe Lacoste. Les comportements ont changé, les gens viennent ou partent plus souvent en vacances, mais sur des périodes plus courtes. Est-ce que c'est le cas plus ou moins dans les réservations aujourd'hui ? Alors, on a un problème de fond à la montagne, c'est qu'on vient moins en vacances à la montagne. Les vacances, c'est plus l'esprit, effectivement, du littoral, les fameuses grandes vacances. En montagne, on va plutôt faire un séjour lié à une activité ou alors un court séjour, ce qui fait que la durée de ces séjours-là s'est réduite depuis une dizaine d'années. On est à moins d'une semaine en moyenne maintenant. Ouais. Est-ce qu'on peut évoquer quelques événements majeurs qui se dérouleront dans nos montagnes sans pour autant vexer ou gérer les susceptibilité les uns et les autres ? Chaque année, il y a des événements récurrents qui sont connus quasiment dans le monde entier, comme la fête du lac à Annecy ou la fête des guides à Chamonix. Le premier samedi du mois d'août. Hein. Alors, le premier samedi du mois d'août pour la fête du lac, et puis le 15 août pour la fête des guides à Chamonix. C'est à la fois un concentré de traditions, de rencontres, et puis un haut lieu du tourisme qui est Chamonix, bien sûr. Alors, au mois de juillet, il y aura le Tour de France. Alors, le mois de juillet, cette année, c'est les 100 ans du Tour de France, qui fait particulièrement étape dans les Alpes du Nord, en Rhône-Alpes, et puis particulièrement, effectivement, au bord du lac d'Annecy, avec une très belle épreuve contre la montre entre Annecy et le Sénoz. Ouais. Alors là, il y aura aussi l'arrivée au Grand Bornand, globalement, l'Alpe d'Huez, qui sera aussi... Globalement, c'est vrai que ce territoire est un territoire très apprécié des cyclotouristes, parce qu'il a été aussi beaucoup mis en avant par le Tour de France. On peut citer notamment la Colombière, la Madeleine, le Tourmalet. C'est des sites qui sont aujourd'hui mondialement connus et qui fait que le Tour de France est un peu notre agent de promotion en début d'été. Oui. C'est un terrain de jeu exceptionnel. Là, vous parlez du vélo de route,
mais il y a de gros efforts qui ont été effectués sur le VTT aussi depuis de nombreuses années maintenant, et il y a un événement majeur qui va se dérouler ici à la Clusaz notamment, au mois de juin prochain, les 14, 15 et 16, c'est le Rock des Alpes. Le Rock des Alpes, voilà, l'équivalent du Rock d'Azur qui se passe généralement à l'automne sur la Côte d'Azur, le Rock des Alpes cet été pour la première fois ici à la Clusaz, un grand rassemblement cyclotourisme mais aussi VTT qui fait que demain, on pense vraiment que le vélo sera peut-être le ski d'été à la montagne, c'est-à-dire que ça sera une activité majeure qui va se développer, qui va être pratiquée ici sur pratiquement tous les massifs. Il faut un peu plus d'équipement. On attend beaucoup notamment le vélo à assistance électrique qui va se démocratiser et qui permettra effectivement de rendre l'école plus accessible. Ben oui, d'être un petit peu le remont de pente de l'été en quelque sorte. Ça, ce serait une bonne chose. Il y a quelque chose que l'on a évoqué depuis maintenant le début de la saison d'hiver avec de nombreux industriels, c'est également ce choix des consommateurs vers la notion de bien-être. On va chercher aussi du loisir nautique à la montagne à travers effectivement des bains, du sauna, des hammams, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train vraiment de se développer? Est-ce que vous le sentez aujourd'hui dans les tendances? Alors c'est essentiel. C'est vrai qu'on prône beaucoup effectivement le développement d'activités aqualudiques en montagne, tout simplement parce que l'eau en montagne est un élément déterminant. D'abord, c'est là où l'eau tombe le plus en quantité, là où elle a la meilleure qualité. C'est vrai que l'eau tombe directement du ciel en montagne. C'est là où on dit que la montagne est le château d'eau de la planète. C'est pas par hasard. C'est véritablement, on est capable de proposer des activités autour de l'eau qui sont fortes. Les bains, les spas, les torrents, les rivières nous permettent de développer pas mal d'activités avec le canyoning, le rafting. Je crois qu'aujourd'hui, l'élément eau, notamment l'été, est un élément de destination. Les Américains disent no water, no leisure. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de loisirs. Ça tombe bien. Alors, il y a plein de choses qui se passent en montagne, mais pas qu'en montagne. Le Rhône-Alpes, ce n'est pas que la montagne. Il y a aussi les choses qui se passent en plaine. Est-ce qu'il y a des événements auxquels il faut effectivement donner pas mal d'importance? Alors, au niveau de la montagne ou de Rhône-Alpes en général, c'était une grande terre de festivals. Et c'est vrai que partout, sur pratiquement tous les territoires, les départements, les grandes villes, ont leur grand festival. Alors bien sûr, les festivals de jazz, les festivals de musique baroque, les festivals de musique classique. Je crois qu'on a vraiment aujourd'hui une programmation qui est assez forte et qui attire de plus en plus un public à la fois de résidents, mais aussi de touristes qui viennent, en plus de leur activité classique de vacances, apprécier effectivement tout ce qui tourne autour de la culture. Alors, vous avez été un publicitaire durant de nombreuses années, et parmi les slogans qu'on vous doit, il y a un slogan qui est resté dans toutes les mémoires, c'est « La montagne, ça vous gagne ». Alors, j'ai beaucoup travaillé effectivement autour de cette thématique, la montagne, ça vous gagne, qui a marqué, je crois, quelques générations de Français. Et on l'avait non seulement développé effectivement en hiver, mais on avait commencé aussi, on a poursuivi sur la montagne en été. Et puisqu'on parlait de l'eau, on avait énormément mis d'eau effectivement dans cette montagne été, parce que l'eau, c'est forcément plus ludique, c'est forcément plus facile, et c'est forcément pour tout le monde. Et l'élément eau est un élément aussi déterminant pour la famille, notamment. Et c'est vrai que dans toute la communication, c'est déterminant de pouvoir proposer de l'eau aux futurs fréquentants. On peut dire que lorsque l'on vient à la montagne l'hiver, c'est chercher le dépaysement, chercher cette neige qui est magique, qui adoucit tout, qui embellit complètement les sites. Découvrir la montagne l'été, c'est vraiment quelque chose de tout à fait à part également. Et vous l'avez connu, la montagne l'été, il y a combien d'années ? Alors, moi j'ai été directeur de l'Office de tourisme de Megève, qui par destination est une véritable station d'été également, en même temps que l'hiver. Et c'est vrai que tout d'abord, on vient chercher les paysages, on vient chercher une forme d'émerveillement. On parle aujourd'hui de réenchanter la montagne. Je crois que c'est cette forme d'émerveillement, ces paysages, c'est cette nature que l'on retrouve complètement l'hiver et qui est assez forte et qui est, j'ai envie de dire, notre meilleur agent de promotion aussi. Et puis on vient surtout et de plus en plus chercher à la fois une certaine sérénité, une certaine j'ai envie de dire, rencontre avec à la fois soi-même mais aussi son entourage. On a l'habitude de dire que souvent on est de plus en plus seul ensemble. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être en famille, en groupe, mais finalement chacun est un petit peu de son côté. Aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux, des outils de communication, on pense être ensemble, mais finalement on est relativement seul. La montagne permet effectivement de rassembler tout le monde, rassembler les tribus, rassembler les familles, rassembler les amis, parce qu'on fait des choses ensemble. Et la notion de faire, elle est déterminante en montagne, parce qu'on pratique effectivement des activités. Une randonnée, c'est faire ensemble. Aller effectivement se baigner dans un lac, c'est faire ensemble. Aller pratiquer du vélo, comme on vient d'en parler, c'est faire des choses ensemble. Dormir en refuge. Dormir en refuge, c'est une activité, c'est une expérience que l'on partage. Et je crois que c'est cette intensité-là que l'on offre à la montagne l'été et qui est assez unique finalement. Où partez-vous en vacances cet été, Marc ?
Alors, généralement, j'essaye d'aller découvrir d'autres territoires touristiques. J'aime bien la montagne. Et pour donner un ordre d'idée, l'été dernier, j'étais parti dans les Yosémites. Alors, c'est un peu loin, mais c'est aussi la montagne, pour découvrir une autre montagne, une autre façon aussi de pratiquer la montagne. Et j'ai trouvé là aussi de très, très bonnes idées pour effectivement continuer à bien promouvoir la montagne et voir effectivement comment d'autres nationalités, d'autres touristes pratiquent cette montagne. C'est tout à fait intéressant. C'est intarissable et on aura encore plein d'autres activités, j'imagine, à proposer grâce à vous dans les prochaines années. Ah ben, on peut se ressourcer. D'abord, il y a une foultitude d'activités en montagne. On ne les connaît pas suffisamment d'ailleurs, et c'est un peu notre travers. On ne communique pas suffisamment sur la montanité et tout ce qu'on peut y faire. Et surtout, effectivement, on est capable encore de beaucoup innover, beaucoup inventer pour répondre mieux aux attentes des futurs visiteurs de la montagne, ceux qui l'aiment déjà, mais peut-être qu'ils n'y viennent pas suffisamment, notamment l'été. Merci beaucoup Marc. On a parlé de bien-être en votre compagnie. On va parler de beauté d'ici quelques instants et ce sera avec Patricia Ray. Il y avait jusqu'alors la caverne d'Ali Baba. Nous voici maintenant avec la caverne de Patricia Ray. Bonjour Patricia, ça va bien? Bonjour, bien, merci Stéphane. Que de beaux bijoux. Oui, ils sont magnifiques. À qui doit-on cela? Eh bien, écoutez, à Sandrine Barabino, qui est la créatrice, l'heureuse créatrice de la marque Rita et Zia. Oui. Alors, en fait, tout a commencé il y a quelques années, quand elle a eu l'idée, enfin, en tout cas, elle cherchait des accessoires pour s'habiller, elle ne trouvait pas. Et elle a eu Passionnée de mode. Passionnée de mode, ah oui, à fond. Et en fait, elle a eu tout bonnement l'idée de créer les siens. Et d'où sa première collection, je crois que c'était en 2008. Avec une symbolique toujours un peu particulière. Toujours, effectivement, puisque ses créations s'inspirent de la symbolique du bonheur dans un style très bobo, chic et intemporel. Et elle utilise énormément les gris-gris. Voilà, c'est les gris-gris. Et d'ailleurs, elle en est absolument convaincue. Ils apportent la chance et la protection à ceux qui les portent. Et tout cela mis en beauté par des perles de grande qualité, souvent effectivement triées sur le volet, triées sur le carreau, et parfois des choses même très rares. Tout à fait, parce qu'en fait, bon, elle a plusieurs collections, hein, elle innove chaque année. Elle a une collection de basiques intemporels, surtout à base de perles de bois, enfin toutes sortes de pierres et de perles venues un peu de partout. Et puis elle a deux collections dites éphémères qu'elle lance pour les saisons. Alors là notamment, on va parler essentiellement aujourd'hui de la collection printemps-été Hippie Ibiza. Très bien. En fait, elle s'est inspirée des années hippies et de l'ambiance des plages d'Ibiza pour créer une collection tout à fait étonnante. Alors, il y a le sigle Peace and Love, il y a la tête de mort aussi. Exactement, ça, bien sûr. On retrouve les motifs chers à la marque, qui sont, le trèfle à 4 feuilles, elle a commencé avec ça, et puis également des talismans du monde entier, comme effectivement, comme tu disais Stéphane, des Peace and Love, des crânes, des sérénités, toutes sortes de gris-gris. Il y a même des croix, parce que je suis un inconditionnel, moi, de la marque. Exactement, tout à fait. Beaucoup, parce qu'il n'y a pas que pour les filles, non, nous aussi les garçons. Oui, oui. Effectivement, il y a une petite collection pour hommes, comme elle a une collection très très chic, même luxe, qu'elle a baptisée Black Line, qui elle est essentiellement composée de diamants blancs et noirs, montés sur or blanc et or rose. Il y a effectivement des basiques, comme vous le disiez, puis il y a des bijoux très haut de gamme avec des diamants et des perles très rares. Tout à fait. Et puis là, pour cette collection, alors elle s'est servie aussi de pierres semi-précieuses, comme on peut le voir. On a à l'exemple ce magnifique sautoir en caillou turquoise avec son motif sérénité. Et puis toutes sortes de sautoirs. On a aussi celui-là qui est absolument magnifique, qui est un sautoir Maasai, du nom des perles utilisées, qui est également très tendance. Il y a effectivement à chaque fois des figurines tout à fait sympas, des symboles sympas. Il y a même une tête d'Indien, je l'ai vu effectivement dans ces collections. Il y a une tête d'Indien, oui, qui porte bonheur. On a le fameux crâne qui symbolise la pureté de l'âme. Et puis des mains de Fatima. Là, on a effectivement le motif sérénité. Et qu'elle associe à des perles, à toutes sortes de pierres semi-précieuses,
absolument. C'est une vraie réussite. La maison mère se trouve juste à côté, à Genève, c'est ça? Il y a Oui. son atelier de création qui se trouve là-bas. Son atelier de création où tout est monté à la main. Alors bien sûr, les modeuses accros à la marque peuvent trouver toutes ces collections à travers le monde, hein, puisqu'aujourd'hui elle a à peu près 200 points de vente. Et puis également dans des boutiques en nom propre qu'elle a à Genève, à Lyon, mais aussi à la Clusaz où nous sommes aujourd'hui. Et c'est sa sœur, Audrey, qui tient la boutique. C'est sa sœur, tout à Oui, fait. oui, C'est un peu une histoire de famille. Et là, elle ambitionne, elle va faire de nouvelles inaugurations qui sont prévues à Cannes et à Miami. Et elle a en projet d'ouvrir dans les plus grandes capitales du monde. Mais pas seulement, en fait. En plus, dans ces boutiques, vous pouvez également trouver des charms, comme on a ici. Mais elle a lancé aussi une ligne de maroquinerie, très tendance, de la pochette au maxi-cabas, bien évidemment frappé au motif de la marque. Il y a même des tapis. Et j'ai envie de dire que son imagination est sans limite. Ah oui, oui, Je ne sais pas ce qu'elle nous proposera encore dans les prochaines années, mais j'imagine qu'il y aura plein de belles choses. Moi, je dirais simplement, parce qu'on en a vu beaucoup de ces colliers, etc., etc. Ça a été souvent imité, mais ça n'a été jamais égalé. C'est tout ce que je dirais. Bravo en tout cas pour cette création. Merci, Patricia, d'être venue nous en parler, nous faire découvrir des bijoux de grande qualité, fabriqués dans la région ou à proximité, juste à côté. On va maintenant s'intéresser à la gastronomie avec un documentaire qui s'intitule L'âme des chefs et qu'on vous propose actuellement sur Montagne TV. Je vous en propose maintenant un tout petit extrait. C'est le parcours de 6 chefs. Certains sont même étoilés au guide Michelin. Leur vision sur la gastronomie de montagne. Vous allez voir que Lyon, certes, est connu mondialement pour sa cuisine, mais on n'a pas à rougir dans la région non plus. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de 2 heures de marche et je sais que vous serez avec nous au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Au revoir. N'allez pas me dire que la Savoie, quand on pense Savoie, on pense fondue et raclette. Moi j'adore, je suis le premier à manger, j'en déguste. Mais pour les cuisiniers, c'est une offense quand même, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a tout leur savoir, puis à travers un terroir considérable. C'est une cuisine du soleil, comté de Nice et de Savoie, bourrée d'huile d'olive, bourrée de soleil, bourrée de choses, de principes modernes, d'ouverture extraordinaire. J'ai toujours baigné dans la cuisine parce que mes grands-parents tenaient 2 hôtels-restaurants. Et je fais partie justement de cette génération de cuisiniers de gens. Ma maman cuisinait aussi beaucoup, même très très bien. Et mon papa aussi, dès qu'il pouvait se mettre en cuisine pour faire une bonne mousse au chocolat ou une crème caramel ou un bon gâteau ou des bons petits plats, il le faisait. Quand j'étais petit, je faisais du vélo dans le village et quand c'était l'heure du goûter, on allait chercher soit des pêches directement sur l'arbre, ou des cerises, ou des prunes. Et puis des fois aussi, je me souviens où on allait chercher des carottes fan, on les tirait comme ça, on les trempait dans le bachal, on mangeait les carottes comme ça. Et ce goût de carotte, je l'ai encore. Aujourd'hui, j'ai 33 ans et j'ai encore ce goût de carotte de gamin. Et ça, c'est fabuleux. Je pense que je fais partie de la nouvelle génération. Et aujourd'hui, la gastronomie, pour moi, dans l'assiette, ça doit être magique. Mais avant, on faisait vraiment très attention au cadre, mais le cadre, il est là pour moi. Le cadre, c'est mes montagnes. Le cadre, c'est la nature. Et les gens, ils peuvent passer de vallée en vallée pour venir déguster ma cuisine le midi en ski. Et ça, c'est fabuleux. Et en étant chef savoyard, passionné de ski, passionné de montagne, je me suis dit, c'est vraiment l'univers qui me colle à la peau et je veux m'exprimer ici.